Une Chevrolet Celebrity blanche, vitre teintée, glisse le long des voies rapides de Los Angeles. Nous sommes le 28 février 1997, et la date ne te dit sans doute rien. Pourtant, demande à n'importe quelle personne ayant vécu en Californie ou aux États-Unis à cette époque, elle saura te décrire avec précision où elle était et ce qu'elle faisait ce jour-là. C'est une matinée ensoleillée, douce malgré la saison. La température n'est pas descendue en dessous de 20 degrés, il est bientôt 9h. Vu du ciel, le réseau autoroutier qui dessine la ville fourmille d'automobilistes qui se rendent au travail, au lycée, sur des plateaux de tournage. Au milieu de ce trafic dense, notre Chevrolet blanche trace sa route. Elle finit par sortir à North Hollywood, un quartier en périphérie situé dans la vallée de San Fernando, une zone mi-commerciale, mi-résidentielle. Sur Laurel Canyon Boulevard, la voiture ralentit à hauteur du numéro 6600. À cette adresse se trouve une agence de la Bank of America, qui vient d'ouvrir et d'accueillir ses premiers clients de la journée. À 9h15, la Chevrolet tourne dans le parking, avant de s'arrêter sur une place handicapée. Le moteur se coupe, et ses composants commencent à refroidir en faisant ce bruit caractéristique comme un cliquetis. On s'attend à ce que les portières s'ouvrent et se referment en claquant. Mais non, durant 2 longues minutes, les 2 hommes assis à l'avant restent immobiles. Ils ne se parlent pas, regardent droit devant eux. Celui qui est installé au volant s'appelle Émile Matasereanu. Il a 29 ans, un visage poupin et un regard vide. À ses côtés, Larry Phillips Jr., 26 ans, une mâchoire carrée et une tignasse brune. Au bout des 2 minutes, ils s'activent enfin. Chacun avale tout d'abord un comprimé de phénobarbital, une sorte de sédatif utilisé d'ordinaire pour traiter les crises d'épilepsie ou les troubles du sommeil. Larry enfile ensuite une paire de gants, sur laquelle une montre digitale attachée affiche un chronomètre, réglé sur 7 minutes. Enfin, leurs visages disparaissent sous des cagoules. Bon, tu te doutes bien qu'ils sont pas venus ouvrir un PEL. Bip, ça c'est le chronomètre de la montre qui vient de se lancer. Les portes de la Chevrolet viennent de s'ouvrir. Accroche-toi, ça va secouer. Il existe 2 types de braqueurs. Première catégorie, les courtois, les sympas. Ceux qui bossent proprement et sans bavure. Ils sont armés, mais ils ne vont jamais oser tirer un coup de feu. Non, c'est surtout pour impressionner. Ils se montrent plutôt polis, demandent calmement l'accès à la chambre forte, et en partant, c'est limite s'ils présentent pas des excuses pour le dérangement occasionné. Eux, ce sont un peu les gentlemen cambrioleurs. Et puis, il y a les autres. À 9h17, Émile et Larry sortent de la voiture. Là, on se rend compte de leur gabarit. Ils mesurent presque 2 mètres et dépassent probablement les 100 kilos. Ce sont 2 colosses de golems. Sur la banquette arrière, ils récupèrent des vestes tactiques bourrées de munitions et des fusils d'assaut Norinco type 56, des copies chinoises de l'AK-47 soviétique. Mais bon, ici en l'occurrence, les fusils d'assaut ont été illégalement modifiés pour pouvoir tirer en rafale, au rythme de 10 coups par seconde. Ça te donne une idée de la subtilité avec laquelle ils vont opérer. À côté, Godzilla, c'est une danseuse étoile. Et je t'ai pas encore détaillé le reste de leur arsenal, stocké dans le coffre. Ils ne vont pas seulement faire un braquage, ils partent en guerre. Les dingues d'armes à feu, on pense à vous. Vous allez vous régaler dans cette vidéo. Équipés, fin prêt, Larry et Émile traversent le parking et commencent à longer l'établissement jusqu'à l'entrée. À ce moment précis, ils croisent le client le plus malchanceux de la Bank of America. C'est un homme d'une 30aine d'années qui vient retirer du liquide à un distributeur automatique. Non seulement il se tient pile entre les portes battantes et les 2 mastodontes armés jusqu'aux dents, mais en plus leur Chevrolet blanche est garé pile à côté de sa Honda. Vraiment le plus gros chat noir de Los Angeles. Le client attrape son reçu, se retourne, et là, il tombe sur Larry. Larry qu'il chope par le col, qui l'entraîne dans la banque en hurlant « Ok, motherfucker, let's go ». Pas besoin de te faire la traduction, même avec mon accent boiteux. La première guichetière qui les voit entrer a le réflexe de se baisser sous le comptoir pour enclencher l'alarme silencieuse. Émile et Larry ont prévu cette étape inévitable. Ils en sont pas à leur premier rodéo. C'est pour ça qu'ils ont réglé leur chrono sur 7 minutes. C'est le temps estimé avant l'arrivée de la police. 7 minutes, c'est une durée assez relative. Pour cette 30aine de personnes prises au piège, clients, employés, hommes, femmes, enfants, agents de sécurité, ça prend une éternité. Pour les 2 braqueurs, par contre, ce laps de temps s'écoule en un battement de cils. Donc ils perdent pas une seconde de plus et brandissent leurs fusils. Ils tirent d'abord des coups isolés, puis de longues rafales en l'air, en visant le plafond, les vitrines et le plexiglas des guichets. Les détonations font un bruit monstre. Elles rebondissent contre le carrelage, les murs et résonnent sans fin dans le hall. Les gens se jettent immédiatement au sol et suivent les consignes aboyées par Larry. Tout le monde à terre. C'est un putain de hold-up. À terre avant que je vous bute. Les plus lents se font remarquer, à l'image de cette vieille dame qui n'a plus la souplesse de ses 20 ans. Émile s'empresse de l'aider, d'une gifle en plein visage. Une fois les otages à terre, sous contrôle, les salves s'interrompent et le silence retombe. Dans l'air, ça sent la poudre, la sueur et la peur. Le duo profite pour se séparer. Larry patrouille, vérifie que personne ne songe à jouer les héros. T'inquiète Larry, personne va prendre le risque. Perso, je les aurais même aidés à vider le coffre.
Muni d'un grand sac noir, Émile, lui, cherche à passer derrière les guichets. Devant la porte blindée, il réfléchit pas et arrose la serrure jusqu'à ce qu'elle saute. Dans l'arrière-boutique réservée au personnel, il tombe sur 5 nouveaux employés, recroquevillés, sous leur bureau. Tous sont expédiés dans le hall pour aller faire connaissance avec Larry. Tous sauf un, John Villagrana, le directeur adjoint de l'agence, qui est censé avoir les clés. Émile le garde précieusement avec lui. Direction la salle des coffres, à grands coups de crosse derrière la tête. Pendant ce temps, Larry continue à surveiller les otages. Un rapide coup d'œil à sa montre lui indique que le braquage a commencé depuis 3 minutes et 25 secondes, soit à peu près la moitié du délai calculé avant l'intervention des forces de l'ordre. Pourtant, Larry ne cesse de se retourner en direction des portes battantes, qui donnent vers l'extérieur. Quelque chose va pas. Plus aucune voiture ne semble circuler sur Laurel Canyon Boulevard. Il trouve ça bizarre et il se permet d'aller vérifier. Il sort tranquillement, balaye la rue du regard, sauf qu'on sait pas vraiment ce qu'il voit, ni ce qu'il rate. Dans tous les cas, ça a pas l'air de le perturber plus que ça, puisqu'il finit par retourner à l'intérieur. À cet instant, il ignore encore qu'ils ont été cramés dès le début, avant même que la guichetière ne déclenche l'alarme. Quelques minutes auparavant, lorsqu'ils ont empoigné le client au distributeur automatique pour faire irruption dans l'établissement, une voiture du LAPD, la police de Los Angeles, était en patrouille sur le boulevard, juste derrière eux. Les 2 agents, médusés, les ont vus armes à la main et cagoule sur la tête, faire irruption dans la banque. Aussitôt, ils ont prévenu par radio les unités déployées dans le secteur ainsi que leur commissariat. Un code 211 relatif au vol à main armée. Si jamais tu voyages aux États-Unis et que t'entends 211, commence à transpirer. En 3 minutes, 6 agents différents ont répondu à l'appel et se sont placés en embuscade tout autour du bâtiment. Ils ont même pas eu besoin de rentrer l'adresse dans le GPS. Il leur suffisait de suivre à l'oreille les coups de feu tirés dans le hall. Armes à la main, ils anticipent désormais la sortie des 2 braqueurs. Ils essaient aussi d'établir un périmètre de sécurité en tenant à l'écart tout civil croisé. Donc difficile de savoir si Larry les remarque quand il jette un œil dehors. Peut-être qu'il les loupe, ou peut-être qu'il s'en fout, tout simplement. Par contre, il risque d'être un petit peu plus contrarié par ce qui se passe dans la salle des coffres. Là-bas, John, le directeur adjoint, se liquéfie sur place. Émile est en train de péter un plomb et de vider un chargeur entier, une rafale après l'autre dans le vent. Visiblement, le sédatif ne fait pas un effet très concluant sur lui. L'argent convoité est entreposé dans une multitude de petits coffres individuels qu'il faut déverrouiller et vider les uns après les autres. Le processus est laborieux. C'est volontairement laborieux. Il permet de ralentir le rythme des braquages et de gagner de précieuses minutes en attendant les renforts. Avec toute la bonne volonté du monde, John fait ce qu'il peut pour récupérer l'Elias et remplir au plus vite le grand sac noir. Ça suffit pas, et Émile commence à perdre patience. Et quand il apprend le montant total remis par le directeur adjoint, il vrille pour de bon. 303 305 $, moins de la moitié de ce qu'ils espéraient. On se doute qu'Émile et Larry ont fait de la reconnaissance, qu'ils n'ont pas choisi la date au hasard. La semaine précédente, ils ont bien noté que le fourgon de la Brinks est venu réapprovisionner l'agence le vendredi matin, avant 9h. Aujourd'hui, vendredi 28 février, juste après 9h, ils pensaient récupérer l'argent fraîchement livré. Sauf que le planning des transporteurs de fonds varie, immanquablement. L'heure ou même le jour sont imprévisibles, et ils peuvent changer d'une semaine à l'autre. Là encore, tout est pensé pour saboter les hold-up et fausser les repérages effectués en amont. Au cas où tu l'ignores, Los Angeles est plutôt coutumière des vols à main armée, et ces banques ont dû s'adapter. Donc 303 305 $. Entre nous, ça va, hein, c'est pas non plus l'argent de la cantine. Sauf qu'aux yeux d'Émile, le ratio risque-récompense est tout, sauf satisfaisant. Il referme quand même le sac, le balance sur son épaule et retourne dans le hall tout en baladant John du bout de son canon. Il est 9h24, les 7 minutes du chronomètre sont écoulées. L'heure tourne et il va falloir songer à partir. Larry, qui ne sait pas parler sans hurler, ordonne à un agent de sécurité de rassembler tous les otages dans la chambre forte et de refermer la porte derrière eux. Ensuite, il part en éclaireur dans la rue et se poste à l'entrée de la banque. Cette fois-ci, il ne peut que constater les nombreuses voitures du LAPD qui stationnent sur le boulevard. Il y a eu du renfort entre-temps. Une dizaine d'agents le tiennent en joue, à une centaine de mètres de distance, prêts à parlementer avec lui ou à le menotter une fois qu'il aura déposé son arme. Mais Larry n'a pas l'intention de négocier, et encore moins de se rendre. Il cale son fusil d'assaut contre son épaule. Il pose son doigt sur la gâchette, et il envoie toute sa puissance de feu. Au risque de me répéter, Émile et Larry n'en sont pas à leur premier braco, mais plutôt à leur 5e braquage en 4 ans. Même les impôts passent moins souvent. Leur mode opératoire est facilement reconnaissable, à tel point que le FBI leur a attribué un surnom, à défaut de pouvoir les identifier à l'époque. Ils ont été baptisés de High Incident Bandits, les criminels à haut risque, à haute tension ou survoltés.
Tu vois l'idée? Un truc à l'américaine qui claque. Au moins 2 éléments expliquent cette appellation. Primo, l'arsenal de guerre qu'ils transportent pour chaque casse. On dirait vraiment qu'ils partent pour envahir un autre pays. Secondo, le temps qu'ils prennent pour dévaliser une banque. En moyenne entre 6 et 8 minutes. Une durée relative, encore une fois. Ça peut paraître court, mais pour un braquage, c'est énorme. À tel point que les autorités se demandent s'ils ne le font pas un peu exprès. Comme s'ils levaient le pied pour être sûrs de croiser la police en repartant. Et quand on note la motivation avec laquelle Larry ouvre le feu sur la LAPD à la sortie de l'agence de North Hollywood, ouais, on peut se dire qu'il y a un truc. Pour lui, la fusillade, ce serait un peu comme un dessert. Le réconfort après l'effort. En résumé, le duo monte en puissance et se fait remarquer à contre-courant, quand les attaques à main armée sont un peu passées de mode. Ça n'a pas toujours été le cas. La violence est cyclique. Elle revient toujours pour refléter la précarité qui touche une partie de la société. À partir de la fin des années 70, Los Angeles était devenue la capitale mondiale du braco. Comme Toulouse et le cassoulet, Lisbonne et la brandade de morue, on choisit pas toujours sa spécialité. En près d'une décennie, les stats n'ont jamais cessé d'augmenter. En 1992, on a atteint des records. 2641 braquages recensés dans le secteur de LA. 7 braquages par jour, si on arrondit. Et puis, les chiffres ont baissé, lentement mais sûrement. Les autorités se sont adaptées, les banques se sont protégées, et les gangs les plus prolifiques ont été dissous. Larry Phillips Jr. et Emile Matasarenaou se seraient rencontrés quelques années avant ce pic de criminalité, en 1989, et sur les bancs de muscu d'une célèbre chaîne de salles de sport à Venice Beach, les Gold's Gym. L'info n'a jamais été vérifiée, mais la légende a décidé de retenir ce quartier mythique de Los Angeles. Les longues promenades en bord de mer, les palmiers, les artistes de rue, et les gens qui soulèvent de la fonte en plein cagnard sous 30 degrés. Les deux hommes deviennent rapidement amis et partagent 2 passions communes. Les armes à feu, comme t'as pu le deviner, mais aussi et surtout le culturisme. Longtemps, Larry fut persuadé qu'il y puiserait la gloire et la fortune, son propre rêve américain. À 14 ans, il décroche de l'école et se dévoue corps et âme au bodybuilding. Il veut marcher sur les traces de son idole, Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger qui, avant de devenir un T-800 ou le gouverneur de Californie, s'entraînait lui aussi au Gold's Gym de Venice Beach. Ça peut paraître étrange, mais Larry se reconnaît en lui. Même enfance cabossée, même milieu modeste. Il naît le 20 septembre 1970 à Los Angeles. Ses parents se séparent aussitôt après sa venue au monde. Larry grandit auprès de sa mère, Dorothy. Ils vivent un temps dans une sorte de camping, à Kiowa, non loin de Denver, dans l'état du Colorado. Puis ils reviennent s'installer en Californie. Le père, Larry Phillips Sr., leur rend parfois visite, du moins quand il peut. Il est souvent indisposé, en cavale la plupart du temps. D'ailleurs, on pense qu'il aurait rencontré Dorothy à la fin des années 60, tandis qu'ils séjournaient tous les deux dans le même hôpital psychiatrique. Coup de foudre en camisole. Les raisons de leur incarcération restent inconnues. Beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Mais ils se seraient malgré tout évadés ensemble. Quant aux antécédents judiciaires de Larry Sr., il en reste quelques fragments. Des condamnations pour profanation de sépulture, vol, braquage. C'est pas un ange, mais c'est pas Al Capone non plus. Une chose est sûre, son influence sur Larry Jr. est évoquée à de nombreuses reprises. Il le confesse lui-même d'ailleurs. Il est cité plusieurs fois dans un article publié par le LA Times en 1997. Larry est comme il est à cause de mon style de vie. Il détestait les flics à cause de ce qu'ils m'avaient fait. Larry Sr. raconte aussi une anecdote. Le 22 septembre 1976, 2 jours après le 6e anniversaire de son fils, il passe le voir au camping de Kiowa. En plein dîner, le FBI débarque et l'arrête sous les yeux de Larry Jr., bouleversé par la scène. Sa haine envers les forces de l'ordre serait née ici. Il est aussi possible que son père ait soufflé sur les braises. Tout ça aurait pu cicatriser si Larry Jr. était devenu champion du monde de culturisme. Mais les désillusions se sont enchaînées. Il n'est pas le nouveau Schwarzenegger. Ça l'empêche pas de continuer à s'entraîner, mais il faut trouver un plan B. Il a 19 ans à la fin des années 80. Il a rencontré une femme et ils attendent leur premier enfant. Larry s'imagine que la première étape vers le succès consiste à faire bonne impression, à soigner son image. En 1989, il inaugure ainsi son casier judiciaire, en essayant de voler 3 costumes dans une boutique. Il se fait pincer, et s'en sort avec 12 mois de mise à l'épreuve. Il en profite pour reprendre ses études, et tenter de devenir agent immobilier. Bon plan. À Los Angeles, le secteur est florissant à cette époque, et les commissions plutôt alléchantes. Pourtant, Larry n'ira pas jusqu'à l'examen. Par contre, l'expérience lui donne une idée. 3 ans plus tard, en 1992, il est arrêté pour escroquerie dans le Colorado. L'arnaque était audacieuse. Première étape, Larry se fait passer pour un acheteur potentiel auprès d'agences immobilières. Il participe aux visites des propriétés à vendre et prend toujours soin de noter la combinaison du boîtier où les clés sont rangées à la fin.
Seconde étape, il incarne cette fois le propriétaire des maisons ciblées et publie de fausses annonces de location. Les personnes intéressées n'y voient que du feu et visitent les biens en sa compagnie. Des visites conduites par Larry, bien sûr, sous un faux nom. Et après qu'il ait volé les clés dans les boîtiers. En cas de coup de cœur, il arrive à faire signer un contrat. Une caution lui est versée ainsi que le premier mois du loyer. Le temps que les gens réalisent qu'ils ont loué un logement qui n'était absolument pas disponible, Larry est déjà loin. Commence pas à te dire que l'idée est bonne, parce que ça, c'est dans la théorie. En pratique, il se fait griller dès la première tentative, quand sa victime croise le véritable propriétaire de la maison au cours d'une seconde visite. Pas de chance pour Larry, qui est dénoncé, interpellé et poursuivi. Il va rapidement sortir de prison dans l'attente de son procès. Sa compagne a brûlé toutes leurs économies pour payer sa caution. Le couple se retrouve fauché, sans compter qu'un deuxième enfant vient agrandir la famille entre-temps. Ajoute à ça des disputes de plus en plus fréquentes et les infidélités supposées de Larry, ça commence à sentir le Munster. Ça se gâte définitivement le jour où il fait ses valises et déguerpit. Nous sommes en 1993 et personne ne le reverra, ni son épouse, ni la justice du Colorado. Larry marche dans les traces de son géniteur. Il devient à son tour fugitif, autant qu'un père absent. Les chiens font pas des chats. Plus concrètement, il repart en Californie et retrouve refuge chez un ami qu'il connaît depuis quelques années à Los Angeles, un certain Emile Matasarenaou. Il est un petit peu plus âgé que Larry. Il est né le 19 juillet 1968 à Timișoara, en Roumanie. Il est le fils unique de dissidents politiques, opposés au régime du dictateur Nicolae Ceausescu. La famille se voit contrainte d'émigrer aux États-Unis en 1974, direction la Californie et LA. Pour le petit Émile, 6 ans à peine, l'acclimatation est rude. À l'école, il est la cible de harcèlement. On se moque de son accent, de son poids, etc. Mais il va réussir à s'intégrer, à se faire des amis au lycée, et a décroché son diplôme. En 1985, il poursuit ses études à l'université, suit une formation d'ingénieur en électronique. Émile est dans l'air du temps, passionné d'informatique à l'heure de l'explosion des salles d'arcade et des ordinateurs. À 19 ans, il fonde sa propre entreprise dans le domaine, mais peine à la faire décoller. Et il se met à changer, moins introverti, plus colérique. Les tensions qui grandissent entre ses parents le mettent sous pression. Son père veut qu'il reprenne ses études. Sa mère est à 2 doigts de perdre son emploi. Petit à petit, Émile prend ses distances, cultive de nouveaux hobbies pour trouver la paix intérieure. La moto, les armes à feu et la musculation, bien entendu. Sa transformation est impressionnante. Il passe de 159 à 100 kilos. Et la métamorphose n'est pas uniquement physique. À cette époque, il a déjà rencontré Larry à Venice Beach. Beaucoup pensent qu'à son contact, Émile a basculé, influencé par ses idées anti-système, ses rêves de richesse. Dans un autre article du LA Times, le demi-frère de Larry mâche pas ses mots. Vous pouvez pas imaginer à quel point mon demi-frère était un manipulateur. Il essayait de briser votre esprit et de le reconstruire, jusqu'à ce que vous soyez de son côté. Larry aurait donc eu l'ascendant sur Émile, au point de contrôler chaque détail, de choisir pour lui avec qui se marier, fonder une famille, et surtout, comment gagner sa vie. Dans la soirée du 1er octobre 1993, Larry et Émile se retrouvent à Glendale, une petite ville au sud de la Californie. Un policier les remarque au volant d'une Ford Thunderbird rouge. Il juge leur manière de conduire, disons expérimentale, et leur demande de se ranger sur le bas-côté. À l'origine, un simple contrôle de routine, qui va pas bien se passer. Mais alors pas du tout. Émile ouvre le bal quand il prétend que la voiture appartient à la mère de Larry. Le policier vérifie. L'immatriculation indique que la Ford a été louée à l'aéroport. Aïe, mauvais départ. Pire encore. En les fouillant, l'agent se rend compte que les 2 hommes sont armés. Un pistolet sous la ceinture, un second grossièrement caché sous le siège passager. Le policier se dit bingo. Il appelle des renforts et ouvre enfin le coffre du véhicule. Là, il en croit pas ses yeux. C'est la prise du siècle. 2 fusils semi-automatiques, environ 3200 cartouches de munitions en tout genre, des fumigènes, des bombes artisanales, des masques à gaz, cagoules, gilets pare-balles, gants, perruques, de fausses plaques et 2 scanners pour écouter les fréquences radio de la police. Avec ça, Émile et Larry sont évidemment arrêtés, poursuivis, entre autres pour complot en vue de commettre un crime. Et pour ne rien arranger, les autorités californiennes découvrent que Larry est plutôt connu dans le Colorado, une histoire d'escroquerie immobilière et de cavale. Il n'est pas extradé pour autant. On estime que l'affaire en Californie est plus grave, plus prometteuse en termes de condamnation. Les procureurs aiment bien les affaires gagnées d'avance. Sauf qu'au final, ils se trompent. C'était un cadeau empoisonné. Le dossier s'effondre au fil des audiences, par manque de preuves. Difficile de démontrer qu'ils étaient sur le point de braquer une banque, malgré l'ampleur de la cargaison stockée dans le coffre. À l'arrivée, Larry écope de 99 jours de prison, et Émile, 71 jours. Est-ce que ce bref séjour en détention les calme, les ramène sur le droit chemin ? Pas du tout.
Bien au contraire. Le 14 juin 1995, dans le quartier de Winnetka à Los Angeles, Larry et Emile enfilent leur cagoule et s'attaquent à un fourgon blindé de la Brinks. Armés de fusils automatiques, ils surgissent en travers de sa route et arrosent le pare-brise sans sommation. Ils blessent le conducteur, Felipe Cortez, et tuent Herman Cook, le convoyeur à ses côtés. Après avoir forcé la portière arrière et raflé les 120 000 $ transportés à l'intérieur, ils prennent la fuite à bord d'une Chevrolet bleu foncé. 9 mois plus tard, ils récidivent. Le 27 mars 1996, nouvelle embuscade dans le quartier de Woodland Hills, toujours à LA. À bord d'une camionnette, Emile et Larry pilent devant le fourgon qui arrive en sens inverse et ouvrent le feu sur le chauffeur. Cette fois-ci, ils le ratent. Le conducteur, légèrement blessé par des éclats de verre, réussit à garder le contrôle de son véhicule et à semer les assaillants. Un échec cuisant qui va pousser le duo à changer de technique. Ils laissent tomber les fourgons et visent désormais les banques. Elle risque pas de leur glisser entre les doigts. Le 2 mai 1996, dans le quartier de Van Nuys, ils s'invitent dans une agence de la Bank of America et ressortent 8 minutes plus tard avec près de 750 000 $. Tout est déjà là, les armes de gros calibre, les tirs au plafond, les otages terrorisés, et ils ne s'arrêtent plus. Le 31 mai, ils retournent à Winnetka, à quelques rues seulement de l'endroit où ils ont braqué leur premier fourgon et tué Herman Cook. Là-bas, ils prennent d'assaut une autre agence de la Bank of America. Décidément, il doit y avoir un passif avec l'enseigne. Ils n'ont pas dû apprécier les agios. Montant du préjudice, cette fois, 800 000 $ et 2 guichetiers blessés par balle, aux pieds et à la cheville. À la fin de l'année 1996, leur gain amassé s'élève à 1,7 million $. Le FBI est à leur trousse, et il serait raisonnable de se mettre au vert, rester discret. Larry, qui n'est pas de cet avis, ne peut pas s'empêcher de flamber sa part, en vêtements, en bijoux, en voitures de luxe. Il est à son apogée. Il la tient enfin sa belle vie. Il a des projets, il veut investir, s'installer dans une belle maison au cœur d'une banlieue tranquille. Le rêve américain. À l'inverse, Emile est dans une mauvaise passe. Il ne voit plus ses 2 fils qu'il adore, il s'est séparé de son épouse. Les raisons sont pas claires, mais elle aurait peut-être fini par se douter de quelque chose. Le business de son mari dans l'informatique était à 2 doigts de la faillite. Comment est-ce qu'il aurait pu ramener autant d'argent? À Noël 1996, Emile touche vraiment le fond. Il appelle ses parents et tient un discours glaçant. Il leur dit qu'il a envie d'en finir, qu'il a envie de mourir. Et joyeuse fête à tous. 2 mois plus tard, le 28 février 1997, on retrouve Emile au volant de la Chevrolet Celebrity blanche, aux côtés de Larry. Direction North Hollywood, le 6600 Laurel Canyon Boulevard et une 3e agence de la Bank of America. Je te l'ai dit, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, comme un puzzle dans lequel il manquerait la moitié des pièces. Ce braquage, il représentait quoi pour eux? Un dernier coup, avant de se retirer pour de bon? Ou une ultime confrontation avec les autorités? On sait pas vraiment, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir des étincelles. Ok, retour au 28 février 1997. Il est 9h24 du matin. Emile est revenu dans le hall avec les 303 305 $ dans son grand sac noir. Les 30 otages ont été enfermés dans la chambre forte. Larry, lui, prend les devants. Il se place à l'entrée de la banque et sans la moindre hésitation, ouvre le feu sur les agents du LAPD qui l'attendent sur le boulevard. Un véritable déluge de balles s'abat sur North Hollywood. Le quartier se transforme en zone de guerre. Larry ne tire plus au plafond pour effrayer des employés, des clients. Non, il vise maintenant des policiers plaqués au sol, derrière leur voiture. Il y a des civils, des journalistes pris entre 2 feux. Il vise même dans le ciel les hélicoptères de la chaîne de télé, qui retransmettent la fusillade en direct. Il perce des réservoirs de carburant. Il pulvérise des carrosseries, des vitrines, crève des pneus. Il touche des épaules, des jambes qui dépassent. Il explose des fémurs, des genoux. Il commet un carnage. Et le pire, c'est qu'il ne semble jamais à court de munitions. Son fusil est équipé d'un tambour contenant 75 cartouches. Très facile à remplacer. Tenu à distance, les policiers ont du mal à riposter. Ils n'ont pas le même arsenal. Rien à voir. Des armes de poing ou des fusils à pompe inefficaces à longue portée. Quand ils parviennent à toucher Larry, ils ont l'impression de le chatouiller. Comme un Terminator. L'agent James Boravan, 26 ans, en est le témoin direct. Il réussit à prendre Larry à revers et à trouver une fenêtre de tir, à quelques dizaines de mètres de distance. Dans son dos, Larry reçoit une salve de plomb. Il perd brièvement l'équilibre, puis se redresse. Il se retourne, fusille du regard à l'agence Boravan et lui répond d'une rafale qu'il frôle. Comment c'est possible? Les agents du LAPD vont rapidement comprendre que Larry est aussi blindé qu'un fourgon de la Brinks. C'est littéralement un tank. Il suffit d'observer sa carrure, sa démarche. Il est musclé, d'accord, mais pas à ce point. En réalité, sous ses vêtements, son blouson noir, l'entièreté de son corps est recouverte de protection par balles. Des plaques en Kevlar qui forment une sorte d'armure, des pieds jusqu'au cou. Larry l'a cousu lui-même, pièce par pièce.
Après 3 minutes d'apocalypse et 200 cartouches tirées, il baisse enfin son canon et se replie à l'intérieur. 9h27, brève accalmie. Le silence est retombé, remplacé par des acouphènes, des plaintes, des gémissements de douleur. On sent l'odeur du sang, mélangée à celle de l'essence, qui se déverse sur le bitume. Première estimation des dégâts, 10 blessés graves, 7 policiers et 3 civils. On profite de la parenthèse pour leur porter secours, mais le bilan pourrait s'alourdir. Les autorités n'ont pas eu le temps de sécuriser le quartier. Juste en face de la banque, des personnes sont mises à l'abri dans un centre commercial. Les écoles les plus proches sont évacuées. La bretelle d'autoroute qui dessert North Hollywood est fermée. L'aéroport de Burbank, au nord de Los Angeles, interdit même à tous ses appareils de survoler la zone. Le SWAT est appelé. C'est une unité d'intervention des forces de la police, l'équivalent du RAID en France ou du GIGN. Ils sont les seuls à pouvoir rivaliser avec la puissance de feu des braqueurs. Sauf qu'ils sont ralentis par les embouteillages caractéristiques de Los Angeles. Faute de mieux, des policiers vont dévaliser l'armurerie la plus proche dans le quartier. Et à 9h30, les hostilités reprennent. À l'entrée de la banque, Larry est cette fois-ci accompagné d'Emile. Un seul fusil Norinco type 56 faisait déjà des dégâts. Maintenant, imagine 2 tireurs qui ouvrent le feu simultanément. Un agent parle d'une symphonie de l'enfer. Les projectiles fusent à un tel rythme, à une telle vitesse, qu'il est impossible de tenter quoi que ce soit. Après 2 minutes d'un tir nourri, les 2 braqueurs décident de tenter leur chance. Tout en se couvrant mutuellement, ils commencent à se déplacer sur le parking, en direction de la Chevrolet. Larry s'est emparé du sac contenant les 300 000 $, bien décidé à les déposer dans le coffre. Tu te souviens de John Villagrana, le directeur adjoint de l'agence ? Bon, il a peut-être oublié de leur préciser quelque chose. Dans certaines liasses qu'il a sorties des coffres individuels, 3 systèmes antivol ont été dissimulés entre certains billets. Ils sont censés se déclencher une fois qu'ils sont assez éloignés de la banque. Et là, ça ne rate pas. Quand il rejoint la Chevrolet, Larry sent des petites secousses dans le grand sac noir. Les dispositifs ont explosé et de l'encre rouge se déverse à l'intérieur, rendant une grande partie du butin inutilisable. Au même instant, Emile, qui le suit de près, est touché. Une balle frôle son œil droit et lui arrache l'arcade sourcilière. C'est une blessure superficielle, mais Emile est sous le choc. Il est passé à quelques millimètres d'une mort immédiate. Il n'est plus en état de faire quoi que ce soit. Il se recroqueville dans la Chevrolet, côté passager, le temps de se ressaisir. Larry, lui, comprend qu'il va devoir se débrouiller seul. Il lâche le sac, son arme, et récupère dans le coffre un HK-91. C'est la variante civile d'un fusil d'assaut utilisé par l'armée allemande. Lui aussi a été modifié illégalement. C'est un calibre 2 fois plus puissant que le Norinco. Son premier réflexe est d'adresser une rafale à un hélicoptère qui tourne au-dessus de lui, comme une mouche qu'on voudrait faire partir d'un geste de la main. Puis il reporte son attention sur les policiers déployés autour de lui. Prostré dans la voiture, Emile reprend ses esprits. Il devine que le SWAT est en chemin, qu'il ne faut plus traîner. Donc il passe côté conducteur, tout en ouvrant la portière côté passager, pour que Larry puisse s'y engouffrer. Mais Larry referme la portière d'un coup sec. Il doit continuer à les couvrir. La scène est surréaliste. Emile embraye, commence à rouler doucement pour sortir du parking. Larry le suit, en marchant calmement et en tirant sur tout ce qui bouge. Il a l'air invincible, imperméable aux balles. Sauf que c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il est bien plus vulnérable qu'à l'entrée de la banque. Les policiers ont moins de mal à le flanquer, et son blindage commence à céder. Larry est d'abord touché à la main gauche. Un second tir perce la plaque de Kevlar qui protège son avant-bras. Une dernière salve atteint son HK-91 et le neutralise. Il se replie à l'arrière de la Chevrolet et s'empare d'un autre fusil Norinco. Après quelques rafales, l'arme s'enraye. La douille s'est désalignée et bloque le port d'éjection. Larry est censé la retirer manuellement, mais il a été touché à la main gauche. Il ne peut plus suivre la Chevrolet qui vient de s'engager sur Archwood Street. Il quitte la route et s'accroupit derrière un semi-remorque stationné au bord du trottoir, à l'intersection avec le boulevard. Emile ne l'attend pas. Il continue à progresser et Larry est désormais seul, isolé, et entouré d'une véritable armée de policiers dispersés autour de lui. Parmi eux, posté à une dizaine de mètres, l'agent John Caparelli braque son arme et tire à 6 reprises, avant de se remettre aussitôt à couvert. Il attend une riposte, mais elle ne vient pas. Le fusil de Larry est toujours enrayé, et lui, il commence sérieusement à accuser le coup. Il a une artère sectionnée, une clavicule fracturée, une omoplate brisée. Malgré tout, il refuse de se rendre. À la place, il dégaine une arme de poing, un Beretta 92, et se relève pour tirer. Un projectile l'atteint à la main, et le pistolet tombe au sol. Larry se baisse pour le ramasser. Quand il se relève, il vacille. Sa vue se brouille. Il est épuisé, pétri de douleur, et il comprend qu'il ne s'en sortira pas. Alors il colle le canon de son Beretta contre son menton et presse la gâchette. Quelques rues plus loin, Emile ne sait pas que son partenaire vient de se donner la mort.
Il réussit à mettre de la distance avec le gros des forces policières. Mais la Chevrolet est foutue. Il voit plus rien à travers le pare-brise jonché d'impact, et le réservoir d'essence a été troué. Pas le choix, il va devoir changer de véhicule. Émile s'arrête en plein milieu de la chaussée, et aperçoit au loin un Ford pick-up avancer vers lui. Il ouvre le feu, vise le pare-brise. Par miracle, le conducteur n'est pas touché. Et il n'hésite pas une seconde, il laisse son véhicule en plan et prend la fuite en courant. Émile transfère ses armes et ses munitions dans la remorque, et s'installe au volant, prêt à sortir de ce bourbier. Sauf que le pick-up démarre pas. Et s'il démarre pas, c'est pour une bonne raison. Avant de s'enfuir, le propriétaire a eu le réflexe d'actionner un interrupteur caché sous le tableau de bord. C'est un dispositif anti-vol, un coupe-carburant, qui permet de bloquer la pompe, et donc l'alimentation du carburant. Émile doit forcément être familier avec le principe, plutôt courant à cette époque. Il a juste à appuyer sur le bouton, mais là il a plus les idées claires. Et puis au loin, une voiture de police fonce dans sa direction. Elle braque une dizaine de mètres devant lui. À son bord, 3 membres du SWAT. Aïe. Là, ça pue. Détail curieux, ils sont en short et en basket sous leur protection. Ils devaient être en train de s'entraîner quand l'alerte a été déclenchée. Émile peut encore se rendre et mettre fin à cette folie. À genoux, main derrière le dos. Mais tu t'en doutes, il va pas du tout faire ça. Non, il se poste derrière la Chevrolet et s'équipe d'un dernier fusil. Un Bushmaster XM15, équipé d'un chargeur tambour de 100 cartouches. À travers les fenêtres de la Chevrolet, il prend pas le temps de viser. Il tire au jugé. En face, pour la première fois, les policiers luttent à armes égales. Et ils vont vite se rendre compte qu'ils ont un avantage. À la différence de Larry, et pour une raison qui m'échappe complètement, Émile ne s'est pas intégralement recouvert de Kevlar. Il porte uniquement une plaque qui recouvre son buste en vue de protéger ses organes vitaux. Il laisse des ouvertures, des points faibles. Et en voyant que les projectiles rebondissent sur son thorax, les membres du SWAT se mettent à terre et visent les jambes sous les voitures. Ça marche. Émile est touché au genou, à la cuisse, puis à l'avant-bras. Il lâche son XM15, se couche au sol, élève les bras. Le SWAT se rue sur lui et le menotte. Il est 10h01 et les détonations cessent sans fin dans le quartier. On pourrait croire que la tempête est passée, mais les autorités craignent que d'autres complices puissent encore se trouver dans le secteur. Et les ambulances refusent de s'approcher, tant que la zone sera considérée comme dangereuse. Émile reste là, le visage plaqué contre le bitume. Il refuse de coopérer, insulte ses interlocuteurs et finit immanquablement par leur demander de l'achever d'une balle dans la tête. Il se vide de son sang, perd peu à peu connaissance et meurt au bout d'1 heure. Les policiers qui assistent à son agonie restent complètement apathiques. L'autopsie dévoilera qu'Émile a été touché à 27 reprises. Aucun autre suspect n'a été appréhendé. La zone était sécurisée. Les ambulances auraient pu intervenir. La fusillade de North Hollywood se termine donc officiellement à 11h10. Mais de quelle manière ? Émile aurait-il pu survivre ? Les membres du SWAT et les policiers présents l'ont-ils volontairement laissé mourir ? Sa famille en est convaincue. D'ailleurs, elle portera plainte contre le LAPD. Un procès s'ouvre bien en 2000. Mais le jury ne parvient pas à se mettre d'accord, et les audiences se concluent sur un non-lieu. Ce jour vient d'entrer dans l'histoire de la ville. Maintenant, faut faire les comptes. À l'heure du bilan, les chiffres affichés sont lunaires. 44 minutes de fusillade, la plus longue de l'histoire de la police américaine. Un peu plus de 300 agents mobilisés, venus de plusieurs juridictions différentes. 12 voitures de police détruites. 85 véhicules civils endommagés, 1700 coups de feu tirés, dont 1100 de la part des 2 braqueurs, 8 civils et 12 policiers blessés. Et pourtant, à l'arrivée, seulement 2 morts, Larry Phillips Jr. et Émile Matasareanu. On s'en félicite naturellement. Et pour être honnête, c'est un vrai miracle. 18 agents se voient décerner la Public Safety Officer Medal of Valor, la plus haute distinction qu'une personne non militaire puisse recevoir aux États-Unis. Certains d'entre eux seront même reçus à Washington DC par le président Bill Clinton. Le blason du LAPD est redoré, pour un temps seulement. Ah oui, parce que la police de Los Angeles, si tu veux, des fois on sait pas trop si c'est la police ou un gang. 3 semaines après les faits, une autre affaire débute, le scandale Rampart, du nom d'une division de la police de Los Angeles. Tout commence le 18 mars 1997 par la mort de Kevin Gaines, un membre de l'unité anti-gang, abattu par un agent infiltré du LAPD. Cette bavure s'apprête à dévoiler les activités criminelles de près de 70 policiers, issus de cette division Rampart. Au programme, connexion avec des gangs, fabrication de fausses preuves, trafic de drogue, violence policière, vol, et on y revient toujours, braquage de banque. Je vais m'arrêter là parce que sinon on va passer la nuit ensemble. Et on se connaît pas assez bien. La fusillade de North Hollywood a également eu des conséquences sur le long terme. La leçon a été retenue. En constatant le déséquilibre flagrant entre l'arsenal mis à disposition de la police et celui des braqueurs, les autorités ont procédé à de grands changements concernant les tactiques d'intervention. En réaction, le ministère de la Défense a fourni du surplus militaire à tous les départements.
Depuis, des agents peuvent être munis de fusils d'assaut M16 lors de leur patrouille, dans le but d'être en capacité de réagir face à ce genre de menaces. Des policiers dans la rue équipés avec des armes de guerre. Est-ce qu'on est vraiment content de ça ? Pas sûr. Mais c'est cette conclusion que le pays veut retenir. Un mal pour un bien, même relatif. Il n'empêche, le dénouement reste un poil frustrant. Larry et Emile sont morts. Il n'y a pas eu de poursuite, pas de procès, et pas d'opportunité pour réellement les cerner. Quant au butin de leur braquage précédent, il n'a pas été retrouvé. 1,7 million de dollars en partie dépensés, le reste volatilisé. Malgré tout, on va saisir chez Larry un élément intriguant. Une VHS de son film préféré, Heat, réalisé par Michael Mann, sorti 2 ans plus tôt en 1995. Déjà, si tu l'as pas vu, je te le recommande. Robert De Niro, Al Pacino, chef-d'œuvre. Mais surtout, c'est un film de braco, et il y a notamment cette scène culte. Une fusillade dantesque dans les rues de Los Angeles entre des braqueurs surarmés et des policiers complètement dépassés. La scène du film est ultra réaliste, notamment au niveau du son avec le claquement des armes de guerre utilisées. Ça te rappelle quelque chose ? C'est pas la première fois que le cinéma influence le réel. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. La fusillade de North Hollywood va considérablement marquer la culture américaine, inspirer des films, des livres, et même une mission dans GTA V. De Paletto Score, si jamais t'as la ref. Maintenant, tu comprends un peu mieux pourquoi la date du 28 février 1997 est restée dans les mémoires américaines ? Cette affaire est devenue un morceau d'histoire aux États-Unis. Au Los Angeles Police Museum à Highland Park, une salle entière y est consacrée. Des reliques du braquage y sont exposées, l'épave de la fameuse Chevrolet Celebrity blanche notamment. Et derrière une vitrine, 2 mannequins grandeur nature qui portent les vêtements, l'équipement et les armes de Larry et Emile. Sacrée fusillade. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, et heureusement. Mais en France, on a eu droit à quelque chose de similaire. Bien sûr, c'est l'attaque du vol Air France 89-69 que je t'avais raconté ici. Tu verras, c'est similaire à un détail près. Le combat a eu lieu dans un couloir de 5 mètres de large. On est arrivé au bout de cette enquête, un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner, moi ça m'aide énormément, et je te dis à très vite. Bye.